Lors de la remise de diplôme de ma sœur, mon propre père, impuissant financier, m'a regardé, et a dit à ses associés, Chloé est l'action de premier ordre de la famille. Quant à Léna, après 12 ans dans la marine, c'est un investissement raté. Il n'avait aucune idée que cet investissement raté était sur le point de liquider la totalité de son empire de mensonges. Je m'appelle Léna Arden. J'ai 30 ans, et pendant 12 de ces années, j'ai été officier dans la marine des États-Unis. En ce jour précis, cependant, je n'étais qu'un fantôme à la fête de ma propre sœur. Le soleil de la fin mai, sur Washington DC, projetait une lueur couleur miel sur les pelouses immaculées de l'université de Georgetown. Le genre de journée parfaite, digne d'une carte postale, que les politiciens utilisent dans leur publicité de campagne. Des rires, aussi légers et pétillants que le veuve Clicquot qu'on y servait, flottaient dans l'air. Mais pour moi, tout était d'un gris froid et plat. Je me tenais seul, près d'un vieux chêne, m'agrippant à un verre de Perrier, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Mon simple pantalon noir théorie, et mon chemisier en soie équipement, auraient tout aussi bien pu être des haillons, au milieu de cette mer de costumes Tom Ford, et de robes Chanel. Ma mère, Eleanor, est passée en glissant, ses yeux me balayant, avec une déception familière, et à peine dissimulée. Elle ne s'est pas arrêtée, mais sa voix, tranchante comme un éclat de verre, a percé le bruit ambiant. Pour l'amour du ciel, Léna, a-t-elle murmuré, son sourire peint ne faiblissant jamais. Je t'ai envoyé un chèque. Tu n'aurais pas pu t'acheter une simple robe J.E. Crew? Tu me donnes l'impression de cacher un secret de famille. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement resserré mon emprise sur le verre, sentant la condensation fraîche sur ma peau. Les jointures de ma main droite sont devenues blanches. J'avais l'habitude de cela, d'être la tache, sur le portrait par ailleurs parfait, de la famille Arden. Je me suis concentré sur ma respiration. Inspirer, expirer, exactement comme on nous l'avait appris. C'était un exercice simple, un exercice qui vous gardait centré, quand le monde essayait de vous mettre en pièces. Pendant 12 ans, cela avait fonctionné sur les champs de bataille. Je découvrais que cela fonctionnait à peine, ici. Puis, mon père, Richard Arden, a fait sa grande entrée. Il ne marchait pas. Il glissait, tel un requin dans un costume sur mesure, naviguant dans les eaux du pouvoir, avec une aisance calculée. Il était flanqué d'un sénateur, et de quelques investisseurs, leurs visages rougis par le soleil et le champagne. Il a tapé sur l'épaule de ma sœur, Chloé. Elle était rayonnante dans sa toge de diplômée, l'image même d'un avenir brillant. Voici Chloé, a annoncé mon père, sa voix résonnant avec la fierté d'un PDG, dévoilant un produit à 1 milliard d'euros. Diplômée avec mention, l'avenir de la finance internationale. Ses yeux se sont ensuite posés sur moi, debout dans l'ombre du chêne. La chaleur de son expression s'est évanouie, remplacée par un mépris glacial. Il a lâché un petit rire sec et dédaigneux. Chaque famille a son portefeuille d'investissement, a-t-il dit à ses invités, assez fort pour que tout le monde dans notre cercle puisse l'entendre. Chloé, ici présente, est notre action de premier ordre, un joyau absolu. Il a fait une pause, esquissant un vague geste dans ma direction, avec sa flûte à champagne. Et Léna, il a haussé les épaules, dans un geste théâtral d'indifférence. Après 12 ans dans la marine, c'est un investissement raté, une perte totale. Les rires qui ont suivi étaient crispés, mais c'était quand même des rires. Cela a fait l'effet d'un coup physique, un coup de poing dans l'estomac, qui m'a coupé le souffle. Mon entraînement a pris le dessus. Mon visage est resté un masque, impassible, une page blanche forgée dans l'enfer, de l'entraînement des cils. J'ai fixé mes yeux sur la flèche lointaine de Healy Hall, me concentrant sur un seul point, une astuce de tireur d'élite, pour stabiliser le monde quand il commence à tourner. Et c'est là que le monde a véritablement commencé à tourner. Cela a commencé comme un bourdonnement sourd, une vibration lointaine qu'il était facile de confondre avec le vent. Mais cela a grandi, et grandi, jusqu'à devenir un rugissement assourdissant, qui a déchiré les bavardages polis. La musique classique du quatuor à cordes s'est arrêtée dans un crissement. Les têtes se sont tournées, cherchant dans le ciel bleu et parfait. Un hélicoptère gris MH-60 Seahawk, un oiseau de proie de la marine, est descendu des cieux. C'était une bête mécanique brutale, envahissant ce jardin de pouvoir raffiné. Le souffle de ses pales a balayé la pelouse, comme un ouragan miniature, faisant voler les toques de diplômés, renversant les serviettes de cocktail,
et faisant pousser un cri d'effroi, à une femme portant un chapeau Philippe Trissy, alors qu'elle le plaquait sur sa tête. Les gens se sont dispersés, leurs chaussures hors de prix s'enfonçant dans l'herbe tendre, alors qu'ils couraient se mettre à l'abri. Avec la grâce précise d'un prédateur, l'hélicoptère s'est posé, sur la pelouse principale. La porte latérale a coulissé. 3 soldats en tenue de combat complète ont sauté à l'extérieur. Leurs carabines M4 étaient tenues en position basse, prêtes à l'action. Ils n'ont pas pointé leurs armes, mais leur présence était une déclaration en soi. Ils ont formé un triangle tactique, sécurisant la zone d'atterrissage. C'était une scène tout droit sortie d'un film de Michael Bay, largué au beau milieu d'une garden party, à Washington. Puis, un autre officier est apparu, le capitaine Mark Dalton. Il a ignoré le chaos, ses bottes marchant d'un pas décidé sur l'herbe, droit vers moi. Devant ma famille stupéfaite, et des centaines d'invités ébahis, il s'est mis au garde à vous, et a fait un salut militaire si vif, qu'il aurait pu couper du verre. « Commandant Ardenne », a-t-il dit, sa voix claire et forte. « Nous avons besoin de vous. » La mâchoire de mon père s'est décrochée. La main de ma mère a volé jusqu'à sa bouche. « Commandant », a balbutié Richard, le mot lui semblant étranger, et incroyable sur la langue. La voix de Dalton a résonné, par-dessus les moteurs qui ralentissaient. « Capitaine de corvette Lena Ardenne, le commandement de la guerre spéciale navale, requiert votre présence immédiate. » Il s'est tourné, remettant au doyen de l'université une enveloppe scellée, à l'aspect officiel. Puis, il s'est penché près de mon oreille, sa voix tombant à un murmure bas et urgent. « C'est grave, commandant », a-t-il dit, les mots faisant l'effet d'un choc froid, sur ma peau. « Morsh Holdings. Votre nom figure sur un contrat, pour du matériel que nous n'avons jamais reçu. Vous êtes dans un pétrin monumental. » Je lui ai adressé un hochement de tête bref, et vif. Le choc initial, cristallisait déjà en autre chose, quelque chose de froid, de dur, et de familier. De la détermination. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. Je n'ai pas regardé le visage cendré de mon père, ni l'horreur de ma mère. J'ai marché vers l'oiseau d'acier qui m'attendait, chaque pas étant régulier, et assuré. Je laissais leur monde derrière moi, pour retourner dans le mien. Une nouvelle guerre venait tout juste de commencer. Le rugissement des moteurs du Seahawk s'est estompé, alors que nous virions au-dessus du fleuve Potomac, les monuments étincelants de Washington DC, rétrécissant sous nous. Ma froide détermination, née sur la pelouse de l'université, est restée intacte. Une carapace dure, autour du chaos qui bouillonnait à l'intérieur. Morsh Holdings. Mon nom sur un contrat frauduleux. Le visage choqué de mon père. Les pièces formaient un enchevêtrement complexe, mais les sentiments qu'elles exhumaient, étaient anciens, et douloureusement familiers. Alors que l'hélicoptère se frayait un chemin, vers le Washington Navy Yard, mon esprit a lâché prise, me ramenant dans le passé, vers ces moments qui avaient dressé la carte, de la déception de ma famille. Je me souviens d'une veille de Noël, dans notre vaste maison de Bethesda. Le sapin de Phrasé montait la garde dans le salon, touchant le plafond cathédral, ruisselant de décorations en verre soufflé à la main, et de lumière scintillante. C'était une scène d'une opulence parfaite, digne d'un magazine. Ma sœur Chloé, qui avait 17 ans à l'époque, a poussé un cri de joie, en déchirant son cadeau, les clés d'une toute nouvelle BMW série 3, bleu métallisé. Mon père, Richard, rayonnait, posant une main sur son épaule. Un investissement dans ton avenir à Georgetown, ma chérie, avait-il dit, la voix chargée de fierté. Mon cadeau fut le suivant. J'avais 18 ans. Ma lettre d'acceptation à l'Académie navale était serrée dans mes mains, comme un ticket de loterie gagnant. Il m'a tendu une simple enveloppe couleur crème, tirée de la poche de sa veste. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 €. Ma mère, Eleanor, s'est penchée, son sourire aussi fragile que les boules sur le sapin. Pour que tu t'achètes quelques petites choses, ma chérie, quelque chose d'un peu plus féminin. Ils t'apprendront à marcher au pas dans cette école, mais j'espère bien que tu n'oublieras pas comment marcher en talons. Ces mots étaient une douce caresse, mais le message, lui, était une gifle. Leur amour n'était pas un don, c'était une transaction. Celui de Chloé était un investissement. Le mien était un prix de consolation, pour m'être éloigné si loin de leurs attentes. Le chèque paraissait dérisoire et insultant dans ma main, en contraste frappant avec le poids solide et prometteur des clés de voiture de Chloé.
Les souvenirs continuaient d'affluer, chacun étant un spécimen parfaitement conservé, de leur désapprobation. Je me souviens du jour où je leur ai annoncé mon projet, après avoir obtenu mon diplôme de l'académie. Pas d'école de droit, pas de MBA. Je postulais pour l'entraînement des cils. Nous étions dans le bureau de mon père, une pièce lambrissée d'acajou sombre, et tapissée de livres reliés en cuir, qu'il n'avait jamais lus. Il n'a pas crié. Crier aurait été trop émotionnel, trop désordonné. Au lieu de cela, il s'est calé au fond de son fauteuil en cuir, au dossier, a joint le bout de ses doigts, et m'a regardé avec le regard froid et évaluateur qu'il réservait habituellement aux actions peu performantes. « Léna » a-t-il dit, d'une voix dangereusement calme. J'avais espéré que l'Académie te guérirait de ces idées rebelles. Une fille de Richard Arden n'a pas besoin de prouver sa valeur en se roulant dans la boue avec des hommes qui n'ont pas d'autres options dans la vie. Il a ramassé un presse-papier en cristal, le tournant et le retournant dans sa main. Il n'y a aucun retour sur investissement dans cette voie professionnelle. Tu endommages activement la marque de la famille. La marque de la famille. C'était le terme qu'il avait utilisé. Pas mon bonheur, pas ma vocation, pas mon honneur. Une marque, une image soigneusement construite, de la réussite de la Côte, de diplôme de l'Ivy League, et d'été à Nantucket. Mon choix était une tâche sur cette marque, un acte de sabotage, qu'il ne pouvait pas comprendre. Pour lui, mon désir de servir, de me pousser jusqu'à la limite absolue de l'endurance humaine, n'était rien de plus qu'une rébellion stupide, et non rentable. La douleur de ce souvenir était encore fraîche, lorsqu'un autre a fait surface. Un gala de charité, au Chevy Country Club. J'étais rentré en permission, et ma mère avait insisté, pour que j'y assiste. Il est important d'être vu, Léna, avait-elle dit. Je portais une simple robe bleu marine, la chose la plus formelle que je possédais, qui ne soit pas un uniforme. Une des amies de ma mère, une femme couverte de diamants, m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse formuler une réponse, ma mère est intervenue. Son rire était un tintement de clochette. « Oh, elle travaille pour le gouvernement », a dit Éléanore, d'un vague geste de la main. Un ennuyeux projet de sécurité nationale. Vous savez ce que c'est. Des projets ennuyeux de sécurité nationale. C'était son terme, pour désigner les missions dans la Corne de l'Afrique. Pour les nuits passées, à traquer des pirates dans la mer d'Arabie. Pour ces moments, où ma vie, et celle de mes hommes, n'avaient tenu qu'à un fil. Elle ne protégeait pas ma sécurité opérationnelle. Elle protégeait son propre statut social. Elle avait honte. Honte que sa fille soit une guerrière, et non une débutante mondaine. Dans son monde, le pouvoir s'exerçait dans les salles de réunion, et lors des dîners, avec des mots doux et des accords tranchants, pas avec un fusil. L'hélicoptère s'est posé, avec un léger soubresaut, au Navy Yard. La vague de souvenirs s'est retirée, laissant derrière elle les sédiments froids et durs du présent. Je suis sorti dans l'air humide de décès. L'odeur de la rivière Anacostia a rempli mes poumons. Dalton m'attendait. Ces vieilles blessures ne me donnaient plus envie de pleurer. C'était du tissu cicatriciel maintenant, épais et résistant. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de me construire une identité, séparée de leur monde. Une identité forgée dans le courage et le sacrifice, pas dans l'argent et les relations. Et maintenant, ce nom même pour lequel j'avais saigné, avait été traîné dans leur monde de cupidité et de tromperie. J'ai regardé Dalton, ma voix étant stable, ne trahissant rien du tumulte intérieur. Ils ont pris mon nom, ai-je dit. Maintenant, je vais tout reprendre. Ma quête de la vérité ne consistait plus seulement à blanchir mon nom. Il s'agissait de répondre à la question qui me hantait depuis plus d'une décennie. Une question qui, aujourd'hui, brûlait plus fort que jamais. L'honneur que je poursuivais était-il au moins réel? Ou n'était-ce qu'une illusion de plus? Le passé était un fantôme. Le présent était une salle de guerre. Le silence stérile, et sans fenêtre, du CSIR, le centre de sécurité pour les informations restreintes, au Navy Yard, était à des années-lumière des pelouses bien entretenues de Georgetown. Ici, il n'y avait pas de faux-semblants, seulement des données. L'air vibrait du faible bourdonnement des serveurs, et sentait le café rassis, et l'ozone. J'étais de retour dans mon élément. Le tumulte émotionnel des dernières heures était compartimenté, verrouillé. Je n'étais plus une fille. J'étais un officier de renseignement,
analysant une menace. Dalton et moi travaillions en silence, nos doigts volant sur les claviers. Le premier résultat est apparu sur son écran. Sa forte inspiration fut le seul bruit dans la pièce. Il a pivoté son écran vers moi. « Commandant, vous devez voir ça. » C'était là, noir sur blanc. Une ligne de crédit d'entreprise de 2 millions d'euros, ouverte auprès d'une banque en Virginie, au nom du capitaine de corvette Lena Arden. Mon estomac s'est tordu, pour former un œuf froid et dur. Dalton a pointé un doigt, sur la date de l'horodatage numérique. Le 15 mars 2021, a-t-il dit, la voix sombre. Nous avons vos journaux de déploiement officiels, juste ici. Ce jour-là, vous étiez dans un site secret à Djibouti, en train de préparer la mission au Yémen. Vous étiez théoriquement hors réseau, inexistante pour le monde numérique. L'air a quitté mes poumons. L'ennemi n'était pas sur un champ de bataille lointain. L'ennemi avait été à la maison, sirotant du bourbon dans son fauteuil en cuir, pendant que j'esquivais des balles, à l'autre bout du monde. La trahison était si audacieuse, si profondément personnelle, qu'elle en était presque élégante dans sa cruauté. Continue de creuser, Dalton, ai-je dit, ma voix étant plus plate que je ne le voulais. Cherche dans mes emails archivés. Croise toute communication contenant les mots-clés financiers, autorisation, ou procuration, avec le nom de mon père. La requête de Dalton a tourné pendant moins d'une minute, avant de signaler un seul email. Il venait de ma mère. L'objet était inoffensif. Aidez Lena. Mon sang s'est glacé. Dalton l'a affiché sur l'écran principal. Richard, chéri, disait le message. Voici ce formulaire de procuration, que Lena a laissé avant son voyage. Elle a dit qu'elle serait complètement injoignable, pendant des mois. Tu sais comment elle est. Pourrais-tu y jeter un œil pour elle? Elle te fait tellement confiance. Affectueusement, En pièce jointe, il y avait un fichier. Procuration-balena.pdf, j'ai fixé cette seule phrase. Elle te fait tellement confiance. Ma confiance, cette simple confiance filiale, que j'avais conservée, malgré des années de négligence émotionnelle, avait été transformée en arme. Elle avait été livrée, emballée comme un cadeau, par ma propre mère. Que ce soit par pure naïveté, ou par ignorance délibérée, elle avait chargé l'arme, et l'avait donnée à l'homme, qui la pointait maintenant sur ma tête. L'adresse IP, ai-je dit, les mots ayant un goût de gravier dans ma bouche. Celle qui a mis en ligne le fichier, pour la demande de crédit. Trace-la. Les doigts de Dalton ont tapé la commande. Une carte de la zone métropolitaine de DC a rempli l'écran. Une épingle rouge clignotant de façon inquiétante. Elle pulsait au-dessus d'un quartier de Bethesda, dans le Maryland. Bradley Manor. Je n'avais pas besoin de voir le nom de la rue. Je connaissais cet endroit. C'était la maison où un piano à queue, dont je n'avais jamais eu le droit de jouer, prenait la poussière, parce que je manquais de disposition. C'était la maison avec la bibliothèque, où mon père me faisait la leçon, sur les échecs de ma vie. C'était la maison de mes parents. Les derniers vestiges du choc se sont évaporés, remplacés par une rage glaciale, qui s'est répandue dans mes veines. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur. C'était une opération calculée, et méticuleusement planifiée. Affiche le PDF, Dalton. Il a ouvert la pièce jointe, provenant de l'email de ma mère. Il s'agissait d'un document de procuration durable, accordant à Richard Arden, l'entière autorité légale et sans restriction, pour agir en mon nom dans toutes les affaires financières. Et, au bas de la dernière page, il y avait ma signature, Lena Monsieur Arden. C'était parfait, trop parfait. Une falsification numérique sans faille, probablement extraite, d'une copie numérisée de mes états de service militaire. Il avait utilisé ma propre carrière, la chose même qu'il méprisait, comme instrument de ma trahison. Pendant une seule seconde terrifiante, j'ai ressenti une sensation, dont je pensais m'être débarrassé par l'entraînement, il y a des années. L'impuissance. Le sentiment d'être complètement, et totalement, déjoué, de voir ma propre identité volée, et utilisée contre moi, par la seule personne qui était censée me protéger. Mais cela n'a duré qu'une seconde. La discipline est un muscle. 12 années d'entraînement acharné, avaient rendu le mien dur comme du fer. L'impuissance s'est évanouie, consumée par une poussée de fureur pure, et absolue. Je me suis reculé de la console, ma chaise raclant le sol. Je me suis levé,
la colonne vertébrale droite comme un I. Les paramètres de la mission venaient de devenir parfaitement clairs. Je me suis tourné vers Dalton. Ses yeux étaient écarquillés par l'inquiétude, mais j'ai soutenu son regard, avec une expression qu'il connaissait bien. C'était le regard que j'avais, juste avant de forcer une entrée. Dalton, ai-je dit, ma voix étant aussi tranchante et froide que l'acier. Trouve-moi un avocat civil. Un requin. Quelqu'un qui n'a pas peur du sang. L'adresse que Dalton m'a donnée ne se trouvait pas sur K Street, le couloir étincelant des lobbyistes et des grands cabinets d'avocats. Au lieu de cela, elle m'a mené à Dupont Circle, dans un bâtiment historique en briques, avec une plaque en laiton usé qui indiquait simplement « A. Ruiz, avocate ». Le bureau au premier étage ressemblait moins à un cabinet d'avocats qu'à une salle de boxe. L'air sentait le vieux papier et le café fort. Les murs étaient un collage de coupures de presse encadrées, des gros titres détaillant des victoires, contre des entreprises monolithiques et des agences gouvernementales bien ancrées. Ce n'était pas un bureau conçu pour impressionner. C'était une salle de guerre, conçue pour gagner. Derrière un grand bureau encombré, était assise Angela Ruiz. C'était une femme vive et énergique d'une quarantaine d'années, une ancienne major juridique des marines, et le requin que j'avais demandé. Elle ne s'est pas levée, et n'a pas offert de poignée de main. Elle m'a juste observé, avec des yeux intelligents et évaluateurs, pendant que je prenais le siège en face d'elle. « Commandant » a-t-elle commencé, sa voix vive et dénuée de mondanité. J'ai examiné le dossier préliminaire que le capitaine Dalton a envoyé. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un litige familial typique concernant un héritage. Il s'agit d'une guerre financière menée contre un officier commissionné de l'armée américaine. Ma question pour vous est simple. Êtes-vous prête à lancer une arme nucléaire en plein milieu de votre propre salon? Je me suis tenue bien droite, comme on m'avait appris. J'ai exposé les faits tels que je les connaissais. La ligne de crédit, la signature falsifiée, l'adresse IP. Présentant les informations, avec la précision des passionnés d'un briefing de mission. Je n'ai pas parlé de la douleur, des années d'humiliation silencieuse. Je n'ai parlé que des données, des preuves, du quoi, et non du pourquoi. Angela a écouté, son regard ne quittant jamais mon visage. Elle a hoché la tête lentement, assimilant tout. Quand j'ai eu terminé, elle s'est penchée en avant, et, pour la première fois, une lueur autre que celle d'une évaluation professionnelle a traversé son visage. Il voit votre service comme de longues vacances, n'est-ce pas, a-t-elle dit, ces mots me frappant, avec la force d'un impact physique. Une absence pratique, qui leur permet de faire tout ce qui leur plaît. Ils n'ont aucune idée, que lorsque vous êtes hors réseau, vous êtes dans un endroit, où une seule mauvaise décision, fait tuer des gens. Ils ne le respectent pas, je l'ai simplement dévisagé. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait mis des mots, sur l'essence même de ma blessure secrète. Ce n'était pas de la pitié dans sa voix. C'était la compréhension lucide, d'une autre vétéran. Un langage commun, que personne dans ma famille, ne pourrait jamais parler. Une fissure est apparue, dans l'armure que je portais depuis si longtemps. Angela a reporté son attention, sur le document de procuration numérisé sur son écran. Son attitude, redevenant celle d'un prédateur. Elle a zoomé sur la signature. C'est un copier-coller numérique. Propre, mais amateur si vous savez quoi chercher. Elle a cliqué sur quelques écrans, affichant les métadonnées du fichier. Mais regardez ici, a-t-elle pointé. Le document a été créé avec un logiciel d'édition spécialisé, un programme que certains sous-traitants de la défense affectionnent pour la comptabilité créative. Un programme qui est explicitement interdit, sur tout système du ministère de la Défense. Un lent sourire s'est étiré sur son visage. C'était le sourire d'un requin, qui venait de goûter du sang dans l'eau. Votre père n'est pas seulement un escroc, commandant. C'est un escroc maladroit. Nous le tenons. C'est une fraude électronique passible de crime. Après la réunion, Angela m'a accompagné jusqu'à un petit café indépendant, au bout de la rue. Un endroit avec des parquets en bois usés, et des œuvres d'art locales sur les murs. Elle a commandé 2 cafés noirs. Écoutez-moi, Lena, a-t-elle dit, d'un ton sérieux. Maintenant, cette bataille va devenir sale. Votre père est un acteur important, dans cette ville. Il utilisera son argent, et ses relations, pour vous détruire. Il vous dépeindra comme un officier instable. Une fille mécontente et ingrate.
Il fera fuiter des histoires. Il essaiera de vous briser. Vous devez être prête pour cela. J'ai regardé de l'autre côté de la petite table, dans les yeux d'une femme qui, comme moi, avait vu ce que le monde avait de pire à offrir, et qui n'avait pas scié. Le doute et l'isolement, qui avaient été mes compagnons constants pendant des années, ont commencé à se dissiper, remplacés par une étincelle de quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. J'avais une alliée. Madame, ai-je répondu, ma voix étant calme et égale. J'ai survécu à la semaine en enfer, à Coronado. En comparaison, une salle d'audience, c'est une cour de récréation. Les traits saillants d'Angela se sont adoucis, en un hochement de tête de respect sincère. Bien, a-t-elle dit, en prenant une gorgée de son café. Dans ce cas, allons à la guerre. La brève étincelle d'espoir que j'avais trouvée, dans le bureau d'Angela, était une chose fragile, une simple bougie dans un ouragan. Je savais que la contre-attaque arrivait. Dans mon monde, lorsque vous identifiez une menace, vous anticipez son plan d'action, sa voie d'attaque la plus probable. Je m'étais préparé à un assaut juridique, à des manœuvres d'entreprise. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que l'attaque vienne déguisée, sous les traits de l'amour maternel. J'étais dans mon appartement temporaire à Alexandria, une location d'entreprise stérile, qui sentait la moquette neuve, et la peinture. J'étais en train d'examiner une pile de documents, avec Angela sur haut-parleur. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail en granit, l'écran s'illuminant, avec un nom que je connaissais par cœur. Maman. J'ai levé un doigt vers le haut-parleur, faisant signe à Angela de patienter, puis j'ai pris une inspiration lente, et délibérée, une pause tactique avant l'engagement. J'ai décroché. Léna, ma chérie. La voix d'Éléanore était mielleuse à souhait, un ton qu'elle réservait habituellement, aux épouses des clients les plus importants de mon père. C'était une chaleur transformée en arme. J'ai appris que tu étais de retour à DC. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Ton père et moi, étions tellement inquiets. J'ai senti un goût amer, et familier, au fond de ma gorge. Inquiet de quoi, maman, ai-je demandé, ma propre voix étant plus froide, que je ne le voulais. De mon bien-être, ou de l'état du portefeuille d'investissement de papa. Un silence vif, et blessé s'était tiré sur la ligne, si profond que je pouvais presque l'entendre, calculer son prochain coup, recalibrer son attaque. Puis, un tremblement douloureux est apparu dans sa voix. Une performance magistrale. Léna, ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Je sais qu'il y a eu quelques malentendus, mais ton père ne veut que le meilleur pour toi. Il essayait juste de te protéger. Retrouve-moi pour déjeuner, a-t-elle insisté, sa voix se faisant désormais suppliante. S'il te plaît, juste toutes les deux. Au Capital Grille, c'est moi qui invite. Je savais que c'était un piège. Le Capital Grille, sur Pennsylvania Avenue, était le bureau non officiel de mon père, un repère de boiseries sombres, de faux filets géants, et de tractations en coulisses. C'était le territoire ennemi. Mon esprit tactique me hurlait de refuser, de maintenir l'engagement, selon mes propres termes. Mais une petite partie, stupide en moi, une partie que je pensais avoir tuée des années plus tôt, pendant les nuits glaciales de la semaine en enfer, voulait encore y croire. C'était le fantôme de la petite fille, qui voulait juste sa mère. J'ai accepté. Le restaurant était exactement, tel que je m'en souvenais. Un faible bourdonnement d'hommes de pouvoir parlant d'argent, le cliquetis de l'argenterie lourde, sur le linge blanc et amidonné, la riche odeur du bœuf saisi, et du vin hors de prix. Éléanore était déjà assise à une table de choix, un verre de chardonnay beurré à la main. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle m'a offert un baiser en l'air, qui a atterri quelque part près de mon oreille. Son parfum, Chanel numéro 5, m'a enveloppé dans un nuage d'élégance préfabriquée. Pendant les 30 premières minutes, elle n'a pas mentionné la fraude. Elle a exécuté un monologue sans faille, sur les brillantes perspectives d'emploi de Chloé, la prochaine saison des galas de charité de DC, et les rumeurs dévastatrices, qui commençaient à circuler au Chevy Chase Club. C'était une leçon magistrale d'évitement, un déploiement stratégique de futilité, conçu pour attendrir la cible. Puis, alors que le serveur débarrassait nos assiettes de salade intactes, elle s'est penchée en avant, sa main parfaitement manucurée, couvrant la mienne sur la nappe. Son toucher était aussi froid, que du marbre. Ma chérie, a-t-elle dit, les yeux se remplissant de larmes, arrivant parfaitement à point nommé. Ton père, il a fait une erreur.
Une terrible erreur. Il a le cœur brisé, et il l'admet. Mais si tu exposes cela au grand jour, tu nous détruiras tous. Tu détruiras Chloé. Sa carrière sera terminée, avant même d'avoir commencé. Veux-tu vraiment que ta sœur innocente, en paie le prix? J'ai retiré ma main, comme si je m'étais brûlé. Le chantage affectif était si flagrant, si classique. Es-tu en train de me demander de garder le silence, pour protéger un criminel? Maman, les larmes coulaient maintenant sur ses joues, parfaitement contenues, ne menaçant jamais son maquillage immaculé. Je te demande d'être une fille. Sa voix s'est élevée, teintée d'une indignation vertueuse, qui était tout à fait fausse. Ton père t'a élevé. Il a payé tes études. Il t'a tout donné. Tu lui dois bien ça. Tu as choisi ta propre vie. Tu as abandonné cette famille, pour aller jouer aux soldats. La moindre des choses, pour une fois, c'est de penser à nous. Et c'était là, le pivotement, la classique inversion de la culpabilité avec la victime. Dans son récit, je n'étais pas celle, dont l'identité avait été volée, et dont l'honneur avait été bafoué. J'étais l'enfant ingrate, celle qui les avait abandonnés. Le crime de mon père n'était qu'une simple erreur, mais ma quête de justice était une trahison malveillante. Le poids de la responsabilité, comme toujours dans la famille Ardenne, était placé carrément sur mes épaules. Croyait-elle vraiment ce qu'elle disait, ou n'était-ce qu'une autre performance, dans une vie qui en était remplie? En la regardant, j'ai réalisé, avec une clarté soudaine et déchirante, que cela n'avait aucune importance. Le résultat était le même. Je me suis levé. Mes mouvements étaient calmes, délibérés. J'ai pris 2 billets de 50 € de mon portefeuille, et je les ai posés sur la table, largement de quoi couvrir ma salade César, et mon thé glacé. J'ai regardé directement, dans les yeux embués de larmes de ma mère. Mais pour la première fois, je n'ai ressenti aucune douleur, aucune brûlure résiduelle de sa désapprobation. Seulement une pitié profonde, et sans fond, pour cette femme qui accordait plus de valeur aux apparences, qu'à la vérité. J'ai déjà payé ma dette, envers cette famille, maman, ai-je dit, ma voix étant douce, mais porteuse d'une autorité, qui l'a fait tressaillir. Je l'ai payé, avec ma jeunesse. Je l'ai payé, avec des cicatrices que tu ne verras jamais. J'ai failli la payer, avec ma vie. À plus d'une occasion, mon compte est soldé. J'ai laissé planer ces mots, laissant leur caractère définitif s'installer. Je ne lui dois plus qu'une chose, maintenant. Un procès équitable. Je me suis retourné, et je me suis éloigné, sans un regard en arrière. Je l'ai laissé là, figure tragique et solitaire, dans son tailleur de prix. Sa performance soigneusement construite, s'effondrait autour d'elle, au milieu du cliquetis de l'argenterie, et du murmure discret du pouvoir. C'était une déclaration de guerre, et je savais avec une certitude absolue, que la prochaine attaque de l'ennemi, ne serait pas aussi subtile. Le lendemain matin, après ce déjeuner désastreux avec ma mère, mon téléphone a vibré avec un texto de Dalton. Ce n'était pas un message, juste un lien. Ma main n'a pas tremblé, en appuyant dessus. La page s'est chargée. Politico Playbook, la newsletter quotidienne que chaque sénateur, lobbyiste, et homme de pouvoir ADC, lit avec son café matinal. Le titre était discret, mais dévastateur, une rupture dans une puissante famille de décès. L'article n'utilisait pas nos noms. Ce n'était pas nécessaire. Il parlait d'un financier de premier plan, sur Castrit, et de sa fille, un officier militaire décoré mais perturbé. Il murmurait de fausses accusations, et laissait entendre que la fille montrait des signes de détresse psychologique sévère, après ses années de service. Il n'utilisait pas les lettres TSPT, troubles de stress post-traumatique, mais l'insinuation était une flèche empoisonnée, visée avec précision. Il essayait de me discréditer, en transformant mon service en arme. Il me dépeignait comme un soldat brisé, une vétéran folle, essayant d'extorquer sa famille aimante. Mon père avait lancé sa contre-offensive, et elle était ignoble. La rage qui m'emplissait, était chauffée à blanc. Il s'était attaqué à la seule chose, que je m'étais construite. La seule chose qui était à moi, et rien qu'à moi, mon honneur d'officier. Comme sur des roulettes, on a frappé frénétiquement, à la porte de mon appartement. Je l'ai ouverte brusquement, pour trouver Chloé debout là, le visage couvert de larmes, serrant une impression de l'article. « Qu'est-ce que tu as fait, Léna » a-t-elle hurlé, la voix craquant. « Tu es en train de détruire cette famille.
Papa a dit que tu étais malade, qu'il essayait de t'aider, et tu fais ça. J'ai regardé ma sœur, j'ai regardé son monde parfait et privilégié, un monde bâti sur des fondations de mensonges, qu'elle n'avait jamais eu à voir. Et quelque chose en moi, s'est finalement brisé. Les années de silence discipliné, à ravaler les insultes, à tendre l'autre joue, tout a volé en éclats. M'aider. Ces mots étaient un grondement sourd, arraché d'un endroit de pure fureur. Il m'aide, en volant mon identité, en utilisant mon nom, pour se mettre au lit avec des sous-traitants de la défense corrompus. Tes frais de scolarité à Georgetown, Chloé. Ta nouvelle BMW. Toute cette vie, que tu crois avoir méritée, a été payée. Avec mon honneur. Tout a été financé par un mensonge, portant mon nom. La couleur a déserté son visage. Elle m'a fixé, sans voix, comme si elle me voyait pour la première fois. Non pas la grande sœur discrète et maladroite, mais une étrangère remplie d'une rage terrifiante. Elle a reculé d'un pas, s'est retournée, et a fui. J'ai claqué la porte, ma respiration venant par halètement saccadé, mes jointures blanches contre le bois. Cette nuit-là, la colère a laissé place à un poids écrasant. Je me suis assise par terre, dans mon appartement plongé dans le noir. Les lumières de la ville d'Alexandria clignotaient avec indifférence, par la fenêtre. J'avais fait face à des terroristes, des pirates, des seigneurs de guerre. J'avais survécu à des choses qui étaient censées briser une personne. Mais rien. Rien ne m'avait préparé à la cruauté abjecte de ma propre famille. Pour la première fois, je me suis senti vraiment et complètement seul. Acculé par un ennemi que je ne pouvais pas combattre avec une arme ou un plan tactique. Il utilisait son pouvoir, son influence, ses mensonges. Il m'effaçait. Mon esprit a dérivé vers un livre qu'un mentor, un vieux major sage, m'avait donné des années auparavant. C'était un livre de Brené Brown. J'ai cherché l'interrupteur à tâtons, j'ai trouvé le livre sur la petite table de nuit, et j'ai feuilleté les pages, jusqu'à ce que je trouve le passage qu'il avait souligné pour moi. Les mots semblaient se détacher de la page. Ce n'est pas la critique qui compte, ni l'homme qui pointe du doigt comment l'homme fort trébuche. Le mérite appartient à l'homme, qui est réellement dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang. Quelque chose a basculé en moi. Une clarté profonde a percé le désespoir. C'est ce qu'il faisait. Mon père était le critique, sur la touche, pointant du doigt et murmurant, essayant de me pousser hors de l'arène, parce qu'il était terrifié par la femme qui s'y trouvait réellement. Il avait peur d'un combat à armes égales. Avez-vous déjà ressenti cela? Être poussé dans un coin, par les personnes mêmes, qui étaient censées vous soutenir. Avez-vous déjà vu votre histoire volée, votre vérité déformée, jusqu'à ce que l'on vous fasse passer pour le méchant de votre propre vie? Ils pensent que l'obscurité va vous engloutir tout entier. Ils comptent sur votre silence. Mais ils oublient une chose. Pour certains d'entre nous, l'obscurité est l'endroit où nous travaillons le mieux. Et le silence est sur le point d'être brisé par une vérité plus forte que le tonnerre. Je me suis levé, l'épuisement remplacé par une fureur froide et énergisante. Je me suis dirigé vers la fenêtre, et j'ai regardé l'étendue des lumières de la zone métropolitaine de DC. Il ne gagnerait pas. Il ne me définirait pas. J'allais entrer dans cette arène, non pas comme une victime, mais comme une guerrière. J'ai pris mon téléphone, et j'ai composé un numéro. Angela, ai-je dit quand elle a décroché, ma voix étant d'un calme terrifiant. Annulez toute négociation. Nous allons au procès. Je veux qu'il m'affronte en public. Je veux que le monde sache, exactement, ce que Richard Arden a fait. J'ai pris une inspiration. Je le jure. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. La vraie guerre venait de commencer. Mon serment à Angela n'était pas un éclat émotionnel. C'était une directive de mission. Au moment où j'ai raccroché le téléphone, la rage s'est refroidie, en un calme familier et concentré. Ce n'était plus un drame familial. C'était une opération. L'objectif, démanteler l'empire de mensonges de mon père. Le moyen, des preuves irréfutables. La première étape consistait à établir une chronologie inattaquable. J'ai pris l'avion pour la base navale amphibie de Coronado, en Californie. Poser le pied sur la base, c'était comme rentrer à la maison.
L'air salin du Pacifique, les chants rythmés des recrues, sur le terrain d'entraînement. C'était le monde où j'avais un sens. Mais je n'étais pas là, pour trouver du réconfort. J'étais là, pour trouver des munitions. Dalton m'a retrouvé, devant le bâtiment administratif. Ensemble, nous sommes entrés dans les archives des dossiers, une chambre forte sécurisée et climatisée, qui renfermait l'histoire non filtrée, de ma carrière. J'ai présenté mes identifiants, au premier maître de service. J'ai besoin de mes journaux de déploiement complets, et de toutes mes évaluations de performance, pour les 10 dernières années, ai-je dit. Le chef, un homme avec 20 ans de service dans le regard, m'a observé avec une curiosité professionnelle, mais s'est exécuté sans poser de questions. Il n'avait aucune idée, que les documents bureaucratiques arides, qu'il était en train d'extraire, allaient devenir des charges explosives, dans un tout autre genre de guerre. Sous les dures lumières fluorescentes, d'une petite salle de conférence, Dalton et moi avons étalé les dossiers. C'était une décennie de ma vie, réduite à des dates, des coordonnées, et des évaluations de performance. Un monde en noir et blanc, de faits vérifiés. Nous avons croisé, chaque transaction frauduleuse, qu'Angela avait découverte. 15 mars 2021. La ligne de crédit de 2 millions d'euros, a été signée dans une banque, à Richmond, en Virginie. Mon évaluation pour cette période, indiquait, le capitaine de corvette Ardennes a dirigé une mission de reconnaissance à haut risque, aux coordonnées, censurées, dans le golfe d'Aden. 10 septembre 2022. Un compte de courtage, a été ouvert à mon nom dans le Delaware. Mon journal de déploiement confirmait, engagé dans des exercices d'entraînement conjoints, avec les forces du GIGN français, Alpes françaises. Un par un, chaque mensonge que mon père avait construit, a été fracassé contre le mur de granit, des faits militaires. Il y avait en cela, une certitude froide, et satisfaisante. Il avait fondé son dossier sur mon absence, sur le secret de ma vie. Il n'avait jamais imaginé, que ma vie secrète, était la plus méticuleusement documentée, de toute la planète. Pendant que je rassemblais mes alibis, Angela était à l'offensive, à décès. Elle m'a appelé tard un soir, sa voix électrique, suite à une découverte. J'en ai une autre, Lena. Une société écran. Meridian Impact LLC. Enregistré dans le Delaware, l'état de prédilection pour l'anonymat des entreprises. Quel est le lien, ai-je demandé. Elle a reçu de petits paiements de consultation, d'une filiale de Morch Holdings. Et le seul membre directeur. Richard Ardennes. Elle n'avait pas fini. C'est encore pire. Pour ouvrir le compte bancaire de l'entreprise, il avait besoin d'une deuxième pièce d'identité. Il a soumis une copie numérisée, d'un permis de conduire de Géorgie, à votre nom. Je n'étais même jamais allé en Géorgie, sauf pour changer d'avion, à l'aéroport d'Atlanta. L'adresse IP qui a téléchargé le fichier, a poursuivi Angela, la voix sombre, remonte à son immeuble de bureau, sur K Street. Il n'a pas seulement volé votre identité, Lena. Il en a créé une toute nouvelle pour vous, un fantôme qu'il pouvait contrôler. La dernière pièce du puzzle, est venue de Dalton. Il passait en revue les anciens journaux de communication, quand il s'est souvenu de quelque chose. Il y a des années, commandant, a-t-il dit, en levant les yeux de son ordinateur. Votre police d'assurance vie. Il y a eu un problème, avec la désignation du bénéficiaire, pendant que vous étiez déployé. J'ai dû appeler, votre contact en cas d'urgence. Mon père. Les appels impliquant des données personnelles sensibles, sont automatiquement enregistrés pour des raisons de sécurité, a dit Dalton, un lent sourire, s'étirant sur son visage. Nous avons fait la demande, par les voies officielles, au NCIS. Quelques heures plus tard, un fichier audio sécurisé, est arrivé dans ma boîte de réception. Nous avons écouté, dans le calme de la salle de conférence. Nous avons entendu la voix d'un Dalton plus jeune. J'ai besoin de confirmer certaines informations, avec le mandataire légal, de la capitaine de corvette Ardennes. Et puis la voix de mon père, suave, confiante, et dégoulinante de condescendance. Ici Richard Ardennes. Je suis son mandataire légal. Vous pouvez me parler. Clic. C'était le bruit, d'un piège à ours qui se referme. Un sourire froid, a effleuré mes lèvres. Les preuves étaient compilées, croisées, et vérifiées. Les mensonges, les falsifications, l'arrogance tout simplement époustouflante de tout cela. Tout était là. Une chaîne de preuves, parfaite.
J'ai regardé Dalton. Il s'est contenté de hocher la tête. Il savait. Nous avons assez de munitions, Dalton, ai-je dit, en fermant mon ordinateur. Il est temps de charger les armes. La salle d'audience, de la commission d'examen civil fédéral, était un endroit conçu pour intimider. Ce n'était que de l'acajou sombre, de la moquette grise atténuée, et un lourd silence, présidé par un panel de 3 juges au visage de marbre. L'air y était froid et immobile. Mon père, Richard Arden, était assis à la table des défendeurs. Flanqué d'une équipe d'avocats, dont les costumes coûtaient probablement plus cher que ma voiture, il avait l'air détendu, confiant, voire ennuyé. C'était un requin dans son habitat naturel, un maître d'un monde régi par les failles juridiques et le déni plausible. Il a fait un signe de tête polie au panel, un homme parmi ses pairs. Puis, les portes au fond de la salle se sont ouvertes, et je suis entré. Le léger murmure de la pièce s'est tu instantanément. Toutes les têtes se sont tournées. Je ne portais pas un tailleur. Je n'étais pas habillé comme une plaignante civile. Je portais ma tenue de service bleu de la marine, l'uniforme officiel à col haut, bleu marine foncé, orné de la panoplie complète de rubans et de médailles que j'avais gagné au cours de mes 12 années. Les rayures dorées d'un capitaine de corvette brillaient sur mes manches. Le trident des cils, mon symbole le plus sacré, était épinglé sur mon cœur. Je n'étais pas une fille, poursuivant son père en justice. J'étais un commandant de la marine des États-Unis, signalant un crime. J'ai vu une lueur passer, dans les yeux de mon père. Pas de la peur, pas encore, mais de l'agacement. Une fissure dans son sang-froid. Ce n'était pas le scénario auquel il s'était préparé. J'ai marché d'un pas régulier, et mesuré, jusqu'à la table de la partie civile, et j'ai pris place à côté d'Angela. Je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé le panel. Angela s'est levée. C'était une force de la nature, calme et imposante. « Bonjour, membre de la commission », a-t-elle commencé. Ma cliente, le capitaine de corvette Lena Arden, est ici aujourd'hui, non pas pour exposer un grief familial, mais pour signaler une grave série de délits fédéraux qui ont utilisé son service militaire et son identité comme une arme contre elle. Elle a commencé sa présentation. Un barrage systématique et implacable de faits. Chaque élément de preuve était un missile lancé contre la forteresse de mensonges de mon père. D'abord, la carte du monde est apparue sur le grand écran derrière le panel. Une épingle marquait ma position dans le golfe d'Aden. Le 15 mars 2021, a déclaré Angela, la voix tranchante, lorsqu'une ligne de crédit de 2 millions d'euros a été ouverte au nom de ma cliente en Virginie, le capitaine de corvette Arden était ici, dirigeant une opération de contre-piraterie, à haut risque. Une autre épingle est apparue, dans les Alpes françaises. Lorsqu'un compte de courtage a été ouvert à son nom, elle était ici, menant un entraînement conjoint. Un par un, elle a exposé les documents. La procuration falsifiée, les statuts constitutifs de la société Écran, Meridian Impact LLC, le faux permis de conduire de Géorgie, ces métadonnées montrant qu'il avait été téléchargé, depuis une adresse IP enregistrée, au bureau de mon père sur K Street. La pièce est devenue plus froide. Le silence, plus lourd. Je pouvais sentir le regard de mon père sur moi, mais je refusais de le croiser. Mon attention restait fixée sur les preuves, sur la vérité froide et dure, qui était mise à nu. Angela a gardé le cœur de la fraude, pour la fin. Le défendeur, M. Arden, a affirmé par l'intermédiaire de son avocat, que ses actions, bien que peut-être peu orthodoxes, étaient celles d'un père inquiet, essayant de protéger les actifs de sa fille, pendant qu'elle servait, dans des endroits dangereux. Elle a fait une pause, laissant l'absurdité de cette déclaration planer dans l'air. Elle s'est tournée, pour regarder directement mon père. La question qui se pose à cette commission est simple, les protéger de quoi? L'avocat principal de mon père, un homme aux cheveux argentés et au bronzage doré, s'est levé. Objection. C'est de la spéculation. Objection retenue, a déclaré le juge principal, mais ses yeux étaient fixés sur Angela. Permettez-moi de reformuler, a dit Angela, d'une voix suave. Examinons la nature de cette protection. Mon père a décidé qu'il était temps pour sa propre performance. Il s'est levé, son expression étant un masque soigneusement élaboré, de sincérité blessée. Il s'est adressé au panel, comme s'ils étaient de vieux amis, au country club. Messieurs,
ma fille. Elle a choisi une vie difficile, une vie dangereuse. Une vie que je ne pouvais pas comprendre. Je voulais seulement m'assurer qu'elle aurait un avenir, vers lequel revenir. Si j'ai fait preuve d'un excès de zèle, ce n'est qu'en raison de l'amour d'un père. C'était mon signal. Je suis restée assise, mais j'ai légèrement tourné la tête, pour lui faire face pour la première fois. Ma voix, quand j'ai parlé, n'était pas forte. Mais elle a percé le silence de la pièce, avec la précision du scalpel d'un chirurgien. Mon avenir, ai-je demandé, en soutenant son regard. Vous avez volé mon présent, pour financer le vôtre. Vous avez utilisé mon nom, le nom que j'ai juré de défendre, pour vous enrichir. Vous l'avez fait sans moi. Sans mon consentement. Sans que je le sache. Je me suis légèrement penché en avant. Ça ne fait pas de vous, mon protecteur, monsieur Arden. Ça fait de vous un voleur. Il a tressailli, comme si je l'avais frappé. Mais Angela n'avait pas terminé. Elle avait gardé le coup de grâce, pour la fin. Une dernière pièce de ce puzzle de protection, a-t-elle dit, sa voix baissant, pour un effet dramatique. Elle a projeté un nouveau document, sur l'écran. C'était la paperasse d'un autre compte d'investissement secret, également ouvert à mon nom. Ce compte mentionne un bénéficiaire unique, au cas où il arriverait quelque chose au capitaine de corvette Arden, au cours de l'un de ses dangereux déploiements. La caméra a zoomé, sur la ligne du bénéficiaire. Le nom y figurait, en caractères nets et précis, c'est Arden. Un halètement collectif a parcouru, la petite section de l'auditoire. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Le visage de ma mère, était un masque d'horreur. Et Chloé. Chloé fixait l'écran, le visage absolument blanc de choc. Le sang l'avait déserté, lui donnant l'apparence, d'une poupée de porcelaine. Son monde parfait. Sa croyance en son statut doré. Sa foi inébranlable en son père. Tout a volé en éclats, dans ce seul moment de silence. Elle n'était pas le précieux atout. Elle était la stratégie de sortie. La police d'assurance. Un autre pion, dans son jeu. Elle a tourné la tête lentement, ses grands yeux incrédules se fixant sur notre père. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, et un murmure unique et brisé, s'est échappé, un son qui a semblé résonner, dans la pièce morte et silencieuse, tu t'es servi de moi. C'était le coup final. Non pas de moi. Non pas d'Angela. Mais de son propre enfant favori. Le mensonge avait tout consumé, même sa propre création. La façade du père puissant, et aimant, est tombée en poussière. Richard Arden a dévisagé Chloé, sa bouche s'ouvrant et se fermant, sans qu'aucun son n'en sorte. Sa confiance, son arrogance, l'intégralité de son personnage soigneusement conçu, se sont évaporés. Il a vacillé en arrière, s'effondrant dans son fauteuil. Il a enfoui son visage dans ses mains. Un homme brisé. Il n'avait pas perdu face à une équipe d'avocats. Il avait été vaincu, par une seule, et indéniable vérité. L'audience ne s'est pas terminée dans un grand fracas. Mais dans l'implosion silencieuse, et dévastatrice, d'un homme qui s'était cru invincible. Il y avait un calme étrange, et creux dans l'air, alors qu'Angela et moi, rangions nos affaires dans nos mallettes. La séance était levée. Les avocats de mon père murmuraient, à voix basse et pressante. Et ma famille formait un tableau figé par le choc, au fond de la salle. La victoire ressemblait moins à une célébration, qu'à l'épuisement profond, glacial jusqu'aux os, après une longue mission éreintante. En sortant, mon père m'a intercepté, dans le couloir silencieux au sol de marbre. L'assurance calculée qu'il portait comme un costume sur mesure, avait disparu, arraché, laissant derrière elle un homme désespéré, et évidé, que je reconnaissais à peine. Ses épaules étaient affaissées. Son visage, d'ordinaire bronzé et en bonne santé, était d'un gris pâteux. « Léna » a-t-il dit d'une voix rauque, une voix écorchée, et inhabituelle. « Nous pouvons arranger ça. Je t'en prie. Je rendrai tout. Chaque centime. Nous pouvons arranger ça. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai ressenti une stupéfiante absence d'émotion. Pas la haine à laquelle j'aurais pu m'attendre. Pas la colère qui m'avait animé. Pas même la satisfaction de la victoire. Juste un vaste vide froid, comme le cratère, à l'endroit où se trouvait un immeuble. « Tu ne peux pas rendre 12 années, papa, ai-je dit, ma voix étant égale, et sans passion.
Tu ne peux pas rendre la confiance que tu as brisée. Tu ne peux pas restaurer l'honneur que tu as essayé de vendre aux enchères, au plus offrant. Ma mère et Chloé se tenaient à l'autre bout du couloir, comme des statues dans un musée oublié. Incapables de s'approcher, incapables de détourner le regard. J'ai gardé les yeux rivés sur lui. Tu m'as appris que tout est un investissement. Un calcul froid de profit et de perte. J'ai fait une pause, laissant le poids de sa propre philosophie s'installer entre nous. Et aujourd'hui, je limite mes pertes. Je suis passé devant lui. Sa main a tressailli, comme pour m'atteindre, mais il ne l'a pas fait. Mes pas ont résonné dans le silence. Je ne me suis pas retourné. Une semaine plus tard, les répercussions officielles ont commencé. Livrées avec l'efficacité froide et impersonnelle du gouvernement fédéral. Le ministère de la Justice a publié un communiqué de presse officiel. Les mots étaient cliniques, brutaux et publics. Richard Arden a été inculpé pour fraude électronique, vol d'identité aggravé, et complot en vue d'escroquer les États-Unis. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ses avoirs ont été gelés par des marshals fédéraux. Ses associés l'ont abandonné. Les téléphones de son cabinet ont cessé de sonner. L'Empire Arden, un monument érigé à la magie financière, s'est effondré du jour au lendemain. J'ai vu les gros titres sur Bloomberg et le Wall Street Journal. Les publications même, qui avaient autrefois loué son génie. Maintenant, elles disséquaient sa chute, avec une allégresse journalistique et détachée. En lisant ces mots, je n'ai pas ressenti un élan de triomphe. Je me suis juste senti calme. Un sentiment de soulagement lourd et profond. Comme si un poids, dont je n'avais même pas pleinement réalisé que je le portais toute ma vie, avait finalement, et irrévocablement, été enlevé. Les répercussions personnelles sont arrivées via un appel téléphonique, quelques jours plus tard. C'était Chloé. Sa voix était brisée, étouffée par des sanglots, qui semblaient à vif et nouveaux pour elle. J'ai démissionné, a-t-elle murmuré dans le téléphone. Tout le monde au cabinet me regarde, comme si j'en faisais partie. Comme si j'étais une criminelle. Elle pleurait maintenant. Les sanglots déchirants, et impuissants, de quelqu'un dont le monde venait d'être pulvérisé. Je ne savais pas, Léna. Je te le jure sur ma vie. Je ne savais rien. Je la croyais. Vraiment. C'était bien là toute la tragédie de la chose. Je l'ai écoutée pleurer pendant un long moment, se sont écorchant mes propres nerfs à vif. Il n'y avait pas de place pour un faux réconfort. Je sais que tu ne savais pas, Chloé, ai-je dit, ma voix étant douce, mais ferme. Mais l'ignorance n'est pas l'innocence. C'est juste un privilège. Un privilège que tu as eu, et qui a été payé, avec ma vérité. Je l'ai laissé absorber la douleur de cette phrase. Le silence n'était rempli que par sa respiration saccadée. Tu dois construire ta propre vie maintenant, Chloé. De zéro, avec tes deux mains. C'est la seule façon. J'ai mis fin à l'appel. Ça semblait cruel. Comme abandonner un soldat sur le champ de bataille. Mais c'était une cruauté nécessaire. C'était la dernière, et la plus dure leçon, que notre famille avait à offrir. Vous ne pouvez pas vivre votre vie, sur des fondations construites par les mensonges, de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, de retour dans le calme stérile, de mon appartement d'Alexandria, la réalité de ma victoire s'est enfin imposée. Et elle avait le goût amer, et métallique, des cendres. Je me suis assise dans le noir, pendant des heures, observant simplement les lumières lointaines, et indifférentes de la ville. J'avais gagné. J'avais exposé la vérité. J'avais récupéré mon nom. Mais ce faisant, j'avais systématiquement démantelé ma propre famille. La démolition était totale. Il ne restait plus que des décombres. J'ai pensé à l'aumônier de notre équipe. Un homme bon, qui avait vu plus que sa part de choses brisées. Il aimait citer la Bible, non pas pour prêcher, mais pour trouver des ancres dans la tempête. Une phrase m'est alors revenue, de l'Évangile selon Jean. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'avais trouvé la vérité. Et j'étais, d'une certaine manière, libre. Libre du poids écrasant de leurs attentes. Libre de la honte silencieuse. Libre de la toile suffocante des mensonges. Mais, alors que j'étais assise là, dans le silence de cette pièce vide,
j'ai réalisé que la liberté ressemblait beaucoup à la solitude. La bataille pour blanchir mon nom était terminée. Mais une nouvelle bataille, plus silencieuse et plus difficile, ne faisait que commencer. Je devais apprendre comment vivre dans ce nouveau silence, libéré de tout fardeau. Je devais comprendre ce que foyer et famille étaient censés signifier maintenant, alors que les anciennes définitions avaient été réduites en cendres. 6 mois plus tard, je me trouvais dans un endroit bien éloigné d'une salle d'audience ou d'un bureau d'entreprise. Je me tenais dans le hall des héros au Pentagone. Un espace sacré, où sont gravés les noms des plus courageux de l'Amérique. L'air ici était différent. Sanctifié. Lourd. Chargé de sacrifices et d'honneur. Je n'étais pas dans ma tenue de service bleue. À ma propre demande, je portais mon uniforme de combat du désert, le treillis usé, et couleur sable d'un guerrier. Cet honneur n'était pas pour un commandant derrière un bureau. Il était pour un SEAL, sur le terrain. Le secrétaire à la marine se tenait devant moi. Il lisait une citation, pour un acte de bravoure, qui était resté classifié jusqu'à aujourd'hui. Il a parlé d'une mission au Yémen, des années plus tôt. La mission même où je me trouvais, lorsque mon père était occupé, à forger mon nom sur des contrats frauduleux. Les détails étaient rares, comme ils devaient l'être. Mais il parlait d'une fusillade. D'un coéquipier blessé. D'une décision prise sous une pression impossible. Lorsqu'il a terminé, il a sorti l'étoile d'argent de son écrin de velours, et l'a épinglée sur ma poitrine. Son poids était minime, mais sa signification, immense. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des coups de feu lointains. J'ai regardé dans la foule, des uniformes impeccables et des visages sérieux, et je les ai trouvés. Dalton. Angela. Quelques gars de mon équipe. Ils n'applaudissaient pas bruyamment. Ils se tenaient juste là, à sourire. J'ai été invité au pupitre. Je n'avais pas de discours préparé. J'ai regardé le public, les généraux, les amiraux, les responsables gouvernementaux, les familles, et j'ai parlé avec mon cœur. On m'a appris, ai-je commencé, d'une voix claire et assurée, qu'un opérateur des forces spéciales est un professionnel silencieux. Que le plus grand honneur est d'accomplir la mission sans que personne ne connaisse jamais votre nom. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était la seule vérité. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Mais j'ai appris une autre leçon. J'ai appris que le silence n'est parfois pas une force. Parfois, c'est de la complicité. Le silence peut effacer la vérité. Le silence peut effacer une personne. Mon regard a glissé vers mes coéquipiers. Les gens parlent de l'héritage familial. Du nom dont vous héritez. Mais je crois qu'un véritable héritage n'est pas ce qu'on vous donne. C'est ce que vous construisez, avec votre propre sueur, votre propre sang, et vos propres larmes. Il se forge dans les choix que vous faites dans l'obscurité. Quand personne ne regarde. J'ai regardé à nouveau la foule rassemblée. Je me tiens ici aujourd'hui, non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je refuse de disparaître. Je ne suis pas la fille d'un financier. Je suis le capitaine de corvette Lena Arden, de la marine des États-Unis. Et j'ai écrit mon propre nom dans le livre. Une vague d'applaudissements, forte et soutenue, a rempli la salle. Pour la première fois, j'ai senti que c'était pour moi. Pour la vraie moi. Plus tard dans la soirée, j'ai séché la réception officielle. À la place, j'ai retrouvé mon équipe, dans un petit bar d'anciens combattants sans prétention, à Arlington. Le genre d'endroit avec des drapeaux délavés sur les murs, une odeur de bière renversée, et de vieilles histoires flottant dans l'air. Nous nous sommes entassés, dans une banquette en bois usé. On n'a pas parlé du procès. Aucune mention de Richard Arden. Nous avons juste bu nos Sam Adams, échangé de vieilles histoires de marins, et ri. Le rire facile, et sans phare, de frères d'armes. J'ai sorti la petite boîte en velours de ma poche, et je l'ai ouverte. L'étoile d'argent brillait, sous les lumières tamisées du bar. Je ne l'ai pas rangée. Je ne l'ai pas placée dans une vitrine en verre. Je l'ai délicatement posée, sur la surface rayée de la table. Juste à côté d'une photographie écornée, et délavée de notre équipe, prise sous le soleil du désert, après une longue mission. J'ai regardé les visages souriants, et familiers sur la photo.
Les hommes qui avaient partagé avec moi leur dernière goutte d'eau. Qui m'avaient confié leur vie. C'était ça, mon héritage. C'était ça, ma famille. Ce fut une prise de conscience profonde. Le voyage ne s'était pas résumé à chercher la justice. Il s'agissait de découvrir ce qui comptait vraiment. Il ne s'agissait pas de prouver ma valeur à ceux qui ne la verraient jamais. Il s'agissait d'honorer les liens forgés dans le feu. La loyauté de ceux qui étaient restés à mes côtés quand le monde m'avait tourné le dos. Le message de ma propre vie, ai-je réalisé, était simple. Ne laissez jamais personne d'autre tenir le stylo. Un véritable héritage n'est pas le nom qu'on vous donne, mais celui que vous méritez. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Le verre froid, apportant un réconfort bienvenu dans ma main. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai eu l'impression d'être enfin à la maison. Mon parcours jusqu'à cet instant, jusqu'à ce sentiment d'être à la maison, a consisté à trouver ma vérité et ma voie. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû mener cette bataille. Votre histoire, votre parcours a de la valeur. Il mérite d'être entendu. Si cela a résonné en vous, je vous invite à partager une part de votre propre histoire dans les commentaires. Construisons une communauté où chaque voix est honorée. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies, de résilience et de justice, s'il vous plaît, abonnez-vous et faites partie de notre mission.